Hello les curieux. On se retrouve aujourd'hui pour parler des asiles victoriens de l'époque. Au 19e siècle, la folie n'était pas seulement une maladie, mais c'était une curiosité. C'était un spectacle et un avertissement moral. On va alors raconter l'histoire de ces lieux où on enfermait tout le monde. Les malades, les pauvres, les femmes rebelles, les enfants turbulents, les marginaux et parfois les complètement sains d'esprit. Nous sommes dans l'Angleterre du 19e siècle, une époque de progrès fulgurant et de contrôle social extrême. L'Empire britannique est à son apogée, les villes explosent et la pauvreté est omniprésente. Les classes sociales sont rigides et tout ce qui dérange l'ordre établi doit être contenu. La maladie mentale fait peur, elle n'est pas comprise, elle est associée au vice, à l'immoralité et au péché. À cette époque, il n'existe aucune frontière claire entre la maladie mentale, la déviance sociale, la misère, la criminalité ou alors la non-conformité. Résultat, l'asile devient la solution universelle. Contrairement à ce que l'on imagine, les asiles victoriens ne recevaient pas uniquement des personnes atteintes de troubles psychiatriques graves. On y enfermait des personnes souffrant de dépression, des femmes jugées hystériques, des personnes âgées atteintes de démence, des alcooliques, des épileptiques, des personnes pauvres sans famille, des femmes enceintes hors mariage et des personnes simplement difficiles. Il suffisait parfois d'un mari, d'un parent, d'un juge ou d'un médecin pour faire interner quelqu'un. Une fois à l'intérieur, la sortie était rare. L'asile le plus emblématique porte un nom devenu synonyme de chaos, Bedlam. Fondé au Moyen-Âge, Bethléem devient au fil des siècles le symbole absolu de la folie institutionnalisée. Au XVIIIe et XIXe siècle, on peut littéralement payer pour voir des patients. Des familles entières se promènent dans les couloirs, on observe les malades, on se moque, on rit, on pointe du doigt, et les patients ne sont pas cachés, au contraire, ils sont exposés. La folie devient alors un spectacle éducatif. Voilà ce que tu deviens si tu dévis. Faut savoir aussi que cette pratique ne se limitait pas seulement à l'hôpital de Bethléem. Dans toute l'Europe, certains asiles autorisaient, voire encourageaient, la visite des malades. L'objectif officiel de tout ça, c'était simplement de montrer les conséquences de l'alcoolisme, de l'immoralité ou alors du péché. Mais en vrai, avec du recul, dans les faits, il s'agit simplement d'un divertissement macabre. Les patients deviennent alors des curiosités, des objets d'étude et des attractions vivantes. Certains témoignages décrivent des visiteurs qui provoquent les patients, des rires, des insultes et parfois même des jets d'objets. Les malades n'ont aucun droit, aucun consentement et aucune protection. Au milieu du 19e siècle, une nouvelle technologie bouleverse alors tout, la photographie. Pour la première fois, il est possible alors de figer la photographie sur papier. Des médecins commencent alors à photographier les patients. L'objectif officiel, c'est d'étudier les expressions faciales, d'identifier les types de maladies mentales et de prouver scientifiquement l'existence de la folie. Mais derrière cette façade médicale, une autre réalité apparaît. Ces images sont simplement un renforcement de la déshumanisation. Hugh Welch Diamond est alors l'un des premiers psychiatres à utiliser la photographie. Selon lui, le visage trahit l'esprit. La folie serait visible dans les traits. Il photographie ses patients frontalement, sans sourire, sans décor, sans identité. Ces portraits sont censés être scientifiques, mais ils ressemblent à des êtres humains réduits à un diagnostic. Quand on regarde ces portraits aujourd'hui, quelque chose nous trouble. Ils ne crient pas, ils ne gesticulent pas, ils ne semblent pas monstrueux. Beaucoup ont l'air fatigués, tristes, perdus, simplement humains. Et c'est précisément ça qui dérange. Parce qu'en fait, ces images dénoncent une vérité brutale. Le système, à cette époque-là, ne cherchait pas à comprendre, mais à contenir. On va alors s'intéresser à un premier portrait, la femme au regard vide. Elle est assise, le dos droit, les mains invisibles. Son regard ne fuit pas l'objectif, il semble même traverser l'appareil. Dans les archives, elle est décrite comme souffrant de mélancolie chronique. Aujourd'hui, on parlerait plutôt de dépression sévère, de traumatisme, de deuil, ou simplement d'une détresse sociale. À l'époque-là, ça suffit pour un internement à vie. Elle ne pose pas pour être vue, mais elle est photographiée pour être classée. Officiellement, les asiles victoriens sont des lieux de soins. En réalité, surpopulation extrême, hygiène déplorable, traitements brutaux, isolement, contention et sédatifs rudimentaires. Le calme est beaucoup plus important que la guérison. Un patient calme est un bon patient, même s'il est brisé. Pourquoi autant d'acharnement ? Parce que la folie, à cette époque, est perçue comme contagieuse, non pas médicalement, mais moralement. Elle menace la famille, l'ordre,
la productivité et la réputation. L'asile devient alors un outil de nettoyage social. Ces photos ne racontent pas pourquoi ils ont été enfermés, s'ils étaient réellement malades, s'ils n'ont jamais été libérés. Elles montrent uniquement ce que le système voulait voir. Ces photographies ne sont pas prises au hasard, elles servent de documents médicaux, mais aussi de preuves administratives. Une fois photographié, le patient existe désormais sur le papier. Il est identifié, catalogué et surtout figé dans son statut. Ces images accompagnent parfois les dossiers médicaux. Elles peuvent justifier une prolongation d'internement, un diagnostic définitif ou alors un abandon total de perspective de sortie. La photographie ne soigne pas, mais elle scelle. Deuxième portrait, l'homme au costume propre. Il porte un costume, sa chemise est boutonnée, ses cheveux sont coiffés. Il ne correspond pas à l'image qu'on se fait d'un fou. Et dans son dossier, une mention. Monomanie intellectuelle. Un terme flou utilisé à l'époque pour désigner des obsessions, des idées fixes, parfois simplement des opinions jugées excessives. Il est possible que cet homme ait simplement été trop politisé, trop revendicatif, ou simplement trop dérangeant. À l'époque victorienne, penser autrement peut suffire pour un internement. L'asile devient alors un moyen discret d'éliminer la dissidence. Les femmes sont surreprésentées dans les asiles victoriens. Les raisons d'internement sont souvent l'hystérie, l'instabilité émotionnelle, la désobéissance conjugale, la sexualité excessive ou la mélancolie postpartum. Des diagnostics profondément sexistes, une femme trop triste, une femme trop expressive, une femme trop silencieuse, une femme trop libre, l'asile devient une extension du contrôle patriarcal. Troisième portrait, la jeune femme aux mains croisées. Elle est jeune, probablement moins de 25 ans. Ses mains sont croisées sur ses genoux, son regard est légèrement baissé, et dans les archives, trouble moral, comportement inapproprié. On ne saura jamais ce que cela signifie réellement, mais dans le langage victorien, ça peut désigner une grossesse hors mariage, une relation interdite, un refus d'obéir ou un simple scandale familial. Elle n'est pas photographiée comme une malade, mais comme une fautive. Fait rarement évoqué mais véridique, des enfants sont souvent internés dans les asiles, parfois dès l'âge de 8 ans. Raisons évoquées, retard intellectuel, comportement turbulent, épilepsie, mutisme, orphelinat saturé. L'asile devient un débarras social. Les enfants grandissent entourés de cris, de contraintes et de solitude. Beaucoup n'en sortent jamais. Quatrième portrait, l'enfant au regard absent. Bras croisés, visage pâle, les traits sont fins, mais il a un air tendu. Regard absent, voire ailleurs. Aucun diagnostic précis, juste une mention, inadapté. Un mot qui résume toute une époque. La vie quotidienne est monotone, brutale et déshumanisante. Les journées sont rythmées par le lever collectif, les repas silencieux, le travail forcé, l'enfermement et le coucher imposé. Les traitements incluent des bains glacés, des camisoles, des isolements prolongés et des sédations excessives. La souffrance psychique devient secondaire. L'ordre prime, et dans ces institutions, le silence est une réussite. Un patient qui ne parle pas est un patient qui ne dérange plus. Beaucoup de portraits montrent des visages figés, non pas parce que la folie est visible, mais parce que la parole a été retirée. Cinquième portrait, l'homme âgé. Il est vieux, très vieux. Son diagnostic, démence sénile. Aujourd'hui, il aurait peut-être été en maison de retraite. À l'époque, il a été enfermé parmi les cris, la violence, les contraintes physiques. Il n'est pas dangereux, il est juste devenu inutile. À la fin du 19e siècle, les mentalités commencent lentement à changer. Des scandales éclatent, des journalistes dénoncent, des réformateurs s'indignent et les visites publiques diminuent. Puis heureusement, elles disparaissent. La folie cesse alors d'être un spectacle. Aujourd'hui, ces portraits sont exposés dans des musées, dans des archives, dans des articles historiques. Ils ne sont plus utilisés pour enfermer, mais pour rappeler. Ils nous obligent à nous poser une question inconfortable. Qui décidait de la moralité ? Avec du recul, ces portraits demandent du respect. Ils sont finalement la preuve que la frontière entre soin et contrôle peut disparaître très vite dans une société qui a peur. Ils n'étaient pas des monstres, ils n'étaient pas des attractions, ils étaient simplement des êtres humains. Mais malheureusement pour eux, ils vivaient à une époque et dans un monde qui ne savait pas quoi faire d'eux. J'espère que vous avez trouvé cette histoire intéressante et que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter pour me donner de la force. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à liker la vidéo. En attendant, prenez soin de vous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.